Soirée exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce que vous allez pouvoir découvrir un film en avant-première qui s'appelle Cuesipan. Ce soir, c'est doublement exceptionnel puisque à l'issue de la projection, vous pourrez dialoguer avec l'actrice principale du film, Sharon Fontaine-Ishpatao, et que vous pourrez dialoguer par Skype puisqu'elle est au Canada, pour être précise, au nord du Québec. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ici, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le jour de la fête nationale du Québec. Donc cette province au Québec est à l'honneur. Et ce soir, les peuples autochtones, et en particulier la communauté Innu, alors juste deux mots, parce qu'on a toujours d'abord envie de voir le film et après de discuter. En tout cas, ces peuples autochtones, d'une manière générale, sont quand même 470 millions dans le monde, 1 million au Canada, près de 100 000 au Québec, la communauté Innu, 20 000 personnes. Donc voilà, mais quand même, ils sont là avec leur culture, avec leur identité. Il faut juste savoir peut-être pour un peu mieux comprendre certaines conversations, certains dialogues dans le film. Il faut savoir que depuis la loi sur les Indiens qui date de 1876, en fait les Indiens, les Premières Nations comme on les appelle au Québec, ont été parqués dans des réserves. Aujourd'hui encore, ils vivent dans des réserves, mais ont le droit de vivre ailleurs, bien évidemment. Ils vivent souvent dans des conditions difficiles. Leur tradition a été très très longtemps méprisée. Leur statut aux yeux de la loi est celui d'un mineur, ce qui veut dire beaucoup de choses, et vous allez le découvrir. Leur terre a été exploitée et ils ont été victimes pendant très très longtemps d'une politique d'assimilation. Peut-être avez-vous entendu parler des pensionnats autochtones ? Oui. Où il fallait donc tuer l'Indien qui était en eux. Je rappelle que le dernier a fermé en 1996. Alors, c'est-à-dire que c'était hier. Alors, au-delà de ce tableau un peu sombre, il faut dire quand même que depuis quelques années, c'est le temps de la rencontre, de la reconnaissance, de la réconciliation et de la reconquête identitaire et culturelle de ces peuples. Finalement, ces peuples ont toujours résisté et mis en avant leur richesse culturelle. Et ce film que vous allez voir en est un très très bel exemple. Cuesipan, littéralement à toi, à ton tour. À l'origine, un recueil de poésie ou de nouvelles poétiques d'une très très grande jeune écrivaine Innu, Naomi Fontaine, donc Cuesipan. À la réalisation, Myriam Véraud, qui est donc une réalisatrice québécoise, alloctone comme on dit, et puis surtout des acteurs et des actrices qui sont des non-professionnels et qui sont originaires de la communauté. Et ce que vous allez découvrir, c'est justement à la fois la beauté, la richesse de cette culture, mais aussi le quotidien de ce peuple qu'on surnomme le peuple rieur. Et vous verrez à travers de nombreuses scènes qu'effectivement, le rire est au premier plan. C'est un film qui a reçu beaucoup de récompenses à Vancouver, mais aussi au Festival de Namur. Et comme l'a dit Laura, on aura la chance, après le film, de pouvoir dialoguer avec cette actrice. Elle a tout juste 23-24 ans, mais c'est déjà une artiste multidisciplinaire et c'était son premier film. Voilà, bonne projection. Donc, merci infiniment de nous rejoindre. Le film vient à l'instant de se terminer. Peut-être on va faire, donc je vous présente Anne Pastor qui est là également. C'est un peu étrange, hein, mais en même temps, on vous avait dit que c'était une grande première. Alors,
habituellement, on commence toujours quand même par offrir la possibilité, même si tout de suite après le film est dans ces conditions un peu d'étrangeté par voilà, cette liaison comme ça lointaine. Est-ce que quand même quelqu'un a envie de commencer par une remarque ou une question, quelqu'un du public? Ouais. Je regrette que le film n'ait pas été diffusé dans le cadre du Festival America, mais c'est vraiment un film magnifique, une très belle histoire d'amitié. Franchement, vous êtes toutes, les deux actrices et les autres acteurs, très touchants, très justes. Et c'est, voilà, celle qui reste, celle qui part, voilà, les traditions, suivre les traditions, ne pas les suivre. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un merveilleux film et j'espère que beaucoup de gens pourront le voir. La musique est belle, les images sont belles. Enfin, franchement, bravo, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Alors, voilà, je crois qu'on est tous assez émus. Émus, Oui. absolument. Sinon, soyez pas timide. Ah oui, soyez pas gênés, là. Le tournage a pris combien de temps? Alexandra Vous Stewart. avez tourné pendant 2 mois à travers des saisons différentes? Donc, la production du film a duré dans son entièreté environ 8 ans. 8 ans? Ah, oui. 8 ans de préparation, puis pour les acteurs, ça a duré environ... on a eu à peu près 1 ou 2 mois de préparation avant le vrai tournage, que lui a duré 3 mois séparés en 2 blocs. Un en hiver, puis un au printemps. Oui. Ah oui, non, c'est formidable. Je me demandais comment, en effet, s'était passé le tournage entre des gens qui sont des acteurs et peut-être des autres pas. Enfin, le mélange très efficace de ces familles. Je dirais que c'était une expérience assez unique parce que c'était à peu près la première fois au Québec que des Québécois blancs puis des Autochtones s'unissaient ensemble pour faire un film en commun, qui n'était pas un film documentaire sur les pensionnats ou de quoi comme ça. Donc, c'était un projet assez unique. Puis la chimie de l'équipe était formidable. On était une vraie petite famille à la fin, là. C'est triste quand c'est fini, hein, c'est comme la fin du film. Ah oui, après le party de fin, on est pas mal triste. Oui, c'est vrai. Alors du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire Alexandra Stewart, ça m'amène à une question, et ce que vous venez de dire aussi, Sharon, c'est que vous avez dit que c'était la première fois que des Québécois et des autochtones s'unissaient pour faire un film, ou faisaient un film ensemble plutôt. Et en fait, dans l'écriture même du film, on peut dire qu'il y a à la fois, puisque ça part du roman de Naomi Fontaine, mais qu'elle a, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu, qu'elle a travaillé avec la réalisatrice très étroitement, la réalisatrice Myriam Véraud, pour... comment ça s'est passé, si vous le savez, vous êtes arrivé... et comment est-ce que vous êtes arrivé sur le projet du film? Myriam avait une approche assez respectueuse de la chose. C'est ce que je trouvais qui était assez pertinent pour le projet, parce qu'elle ne voulait pas nécessairement faire un film sur les Autochtones, mais bien avec. Puis le « avec » était vraiment un mot important de sa démarche. Donc, elle a cherché des auteurs autochtones, des écrivains et des écrivaines, puis elle a tombé sur Naomi Fontaine, qui en passant, c'était ma prof au cégep, salut, secondaire, je veux dire. Ah oui. Ouais, prof de français au secondaire 4. Une bonne prof, très poétique. Rien à son enseignement. Mais oui, c'est ça, ils ont travaillé à peu près en très étroite collaboration pendant à peu près toute l'écriture du film qui a duré, comme je vous l'ai dit, plutôt 8 ans. Ça a commencé avec, en premier, ils voulaient faire une adaptation du film. Finalement, ça a viré en interprétation libre du film. Puis c'était une toute autre histoire inspirée du film, du livre, je veux dire.
C'est-à-dire qu'en fait, dans le roman, enfin, ce recueil de nouvelles poétiques de Naomi Fontaine, on suit en fait plusieurs personnages. Ce sont plusieurs tableaux, alors que là, réellement, c'est l'histoire de ces deux amis inséparables. Indirectement d'ailleurs, c'est aussi un petit peu l'histoire de Naomi Fontaine qui a quitté sa réserve et de sa cousine qui est restée dans la communauté. Et c'est vrai qu'à partir de là, en fait, Marion Véraud racontait qu'elle est allée à Sept-Îles, elle a découvert la communauté, et quand elle a découvert la communauté, la réserve, qu'elle ne connaissait pas, je vous ai parlé un tout petit peu au début de cette histoire, elle a porté toute cette dose quelque part un peu aussi de culpabilité, de se dire mais comment est-ce possible que je ne connaisse pas cette communauté? Et à partir de là, elle a voulu se renseigner, lire, et elle a rencontré Naomi Fontaine dans un festival de littérature à Wendake, je crois. Et à partir de là, quand elle a lu Ctesiphon, pour elle, c'était une évidence. Et effectivement, comme le dit si bien Sharon, elles ont commencé à travailler et au lieu d'une adaptation qui finalement ne fonctionnait pas, est née cette histoire absolument magnifique. Et ce que je vous disais au début, et ça c'est assez remarquable, c'est que les acteurs sont non professionnels. Vous, Sharon, vous étiez déjà une très jeune artiste pluridisciplinaire, vous aviez réalisé un court-métrage, vous étiez plutôt sur l'art visuel, mais c'était la première fois que vous passiez, j'allais dire, devant la caméra et que vous deveniez actrice. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans cette aventure? C'est une histoire très drôle. En premier, ça a commencé avec le petit documentaire que j'avais fait. Puis, c'est pas que être actrice, je voulais être réalisatrice. Puis, comme j'avais personne pour jouer le personnage de mon documentaire, j'ai pas eu le choix de l'utiliser moi-même. Puis après, pendant les auditions de Ctesiphon, où je cherchais la Miquane qui manquait tant, des amis qui travaillaient pour les auditions de Ctesiphon m'ont appelé. J'ai dit non. Une fois, 2 fois, puis 3 fois. Puis c'est là que ma mère décide, elle, pour son propre plaisir, d'aller à l'audition parce qu'on ne sait jamais. Puis elle s'est tapée une discussion avec la réalisatrice Myriam. Puis ils se sont rendus compte que j'étais la fille que Myriam avait vue dans le petit documentaire qu'elle avait vu il y a à peu près 1 semaine. Puis elle s'était dit, mais qui est cette fille dans le documentaire? Je la veux dans mon film. Ça a donné que c'était la fille de la madame qui était devant elle. Puis elle a convaincu ma mère de m'emmener à l'audition. Puis, veux pas, j'écoute ma mère. Puis après qu'elle soit revenue de son audition, je suis allée à l'audition le lendemain. J'ai eu le rôle. Tant mieux. Et pour la petite histoire, la maman, votre maman joue dans le film. Oui, c'est votre vraie mère, donc dans le film, c'est votre propre mère. Ma mère biologique joue la tante de Yami, et on la voit que quelques secondes. Ah. Oui, parce qu'on aurait... Mais c'est vrai que Caroline pourrait être ma mère. Oui, c'est ça, oui. C'est un film aussi sur le bruissement des langues, la langue très intime, celle dont on a... Vous parliez d'une blague, d'une sorte d'histoire drôle pour raconter votre audition, mais on sent que l'incroyablement puissante complicité qu'il y a entre ces deux jeunes femmes, d'un certain côté, c'est presque une langue en elle-même. Et voilà, du coup, moi, ce qui m'aurait intéressé, puis après, j'espère qu'il y aura des questions encore dans la salle, mais il me semblait qu'il y avait dans
dans le ton du film qui est si, justement, qui sait éviter à la fois les clichés, qui passe de choses très drôles, très fines sur les rapports intimes entre les personnages, sur des choses plus difficiles, etc. Il y avait cette question comme ça un peu sous-jacente des langues. Et de la langue, on voit bien qui parle pas, etc. Donc moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est vous, comme jeune actrice, comment est-ce que, et avec la réalisatrice, et avec vos partenaires de jeu, vous avez travaillé sur ça? Est-ce que c'était très naturel? Est-ce que c'était écrit? Comment est-ce que la répartition entre les différents... J'ai envie de dire qu'il y a presque 3 langues dans le film, mais on y reviendra. Comment est-ce que vous avez, de votre point de vue d'actrice, travaillé ça? Moi, j'ai été très créative au niveau de la langue parce que je ne parle pas Innu. Je fais partie du petit 30% qui ne parle aucunement sa propre langue maternelle. Donc, ça, on va déposer ça là. Donc, j'ai grandi là. Je sais très bien, mes parents parlent la langue, mes grands-parents parlent la langue, mes amis parlent la langue. Mais pour moi, ça n'a juste jamais rentré dans ma tête. Aucune idée de pourquoi, mais c'est ça, sûrement l'environnement où j'étais parce que j'habitais en ville, dans le fond, donc pas dans la réserve. Puis, côté langue, on a beaucoup travaillé avec l'aide de Caroline, qui jouait la mère de Miquon, et de Mike Innu-Papou, qui jouait le père aussi. Ces deux-là, c'était vraiment des mentors de la langue Innu pendant le tournage parce que dans les jeunes comédiens, il y avait à peu près juste Yami Grégoire qui pouvait parler. Et c'était un apprentissage assez naturel. On avait déjà l'accent dans le fond. Donc pour nous, c'était surtout l'étape de la lecture du texte qui était plus difficile. Parce que la langue Innu, c'est une langue orale, donc qui n'est presque jamais écrite. Et quand les mots sont écrits, ils font 12 pieds de long. Donc, c'est ça. Fait que c'était quand même un apprentissage, je ne dirais pas ardu, mais à réapprendre, un peu comme quand on réapprend à faire du vélo. Au-delà de la question de la langue, mais de la manière, du coup, d'envisager le jeu avec vos partenaires, ça... Vous avez répété. Vous avez répété. Vous tournez beaucoup de prises ou presque toujours la première prise naturelle. On a plutôt beaucoup répété. Ah. Autre chose, on a vraiment beaucoup pratiqué. Puis c'est ça. Puis je veux pas, le rythme embarque, la musicalité de la langue embarque toute seule. Les lettres et les mots s'accordent naturellement bien après un temps. Donc, pour la langue, c'était pas si difficile. Puis, je dirais que dans le film, la langue est peut-être un lien, un lien avec la tradition, tout ça, parce que même les enfants de la famille, puis les amis des jeunes dans le film, ils parlent la langue, mais de manière un peu plus, comme on dit avec le franglais, un peu plus Innu-français. Il y a des petits mots qui se glissent, puis c'est vraiment la manière dont les gens parlent dans la réserve. Ils vont rajouter des petits mots Innu par-ci, par-là, entrecoupés de mots français. Donc, on a vraiment réussi de... Je ne sais pas comment dire ça, recréer la manière naturelle dont on parlait sur la réserve. Donc, c'était pour ça que c'était pas très difficile d'apprendre, je dirais. Et en même temps, c'est très intéressant parce que les parents parlent en Innu et les enfants répondent en français. Oui. Oui, ça, c'était peut-être aussi un peu pour la compréhension du spectateur parce qu'on ne voulait pas tout mettre en sous-titres. On voulait créer peut-être un petit compromis genre entre le français et l'Innu. Puis bien souvent, les parents Innu parlent Innu. Donc, on trouvait ça pertinent, puis c'était très réaliste dans cette approche-là.
Merci pour ce film qui était vraiment très émouvant et c'était vraiment un magnifique moment. Et je voulais savoir, est-ce qu'il est déjà sorti au Québec et est-ce qu'il a été vu dans la réserve, ou en tout cas dans la communauté, et comment il a été reçu ou perçu, et est-ce qu'il y a eu des retours Oh, ça fait longtemps qu'il est sorti, mes amis. Mais pour vous consoler, il n'a pas été sorti dans autant de salles qu'en France. Donc, écran gagnant de ce bord-là. Mais il y a vraiment eu une bonne réception de la part de la communauté. Pour vrai, on n'avait pas pris les autres Québécois puis du reste du Canada ou du monde. On n'avait surtout pas de l'aide des communautés autochtones. Surtout de la communauté de Uashat-Maliotenam où le film a été tourné, parce que si on pouvait, on se disait que si on n'était pas capable de faire de quoi qui rejoignait notre propre monde, ben on allait juste, je vais dire spread un mensonge. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Désolée. Répandre un mensonge. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Puis, pour nous, vraiment, le but premier, c'était de faire un film pour la communauté. Puis, après, si le reste du monde l'adorait, on était bien contents avec ça. Est-ce qu'à Montréal, il y a eu des critiques, il y a eu un suivi pour le film important? Les critiques ont tous été très bonnes. Il y en a peut-être eu 2, 3 qui s'apparaissaient qui n'avaient pas regardé le film. Ça, il y en a partout. Hein, oui, ça, on connaît ça. Oui. Mais quand ça se prend pour les grands connaisseurs du film, moi, je ne prends pas ça. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a eu vraiment un très bel accueil, puis tout le monde a été très content, surtout. Ça a ouvert beaucoup de... Je dirais de conscience que c'était pas juste des clichés qu'il y avait dans la réserve, puis qu'il y avait autre chose que de la douleur, de la tristesse dans ces lieux-là. Il y avait aussi beaucoup, parce que dans les réserves, il y a beaucoup d'amour, puis c'est surtout de l'amour de communauté, de solidarité. Puis c'était surtout ça qu'on voulait représenter dans le film, cette espèce d'amitié puis d'amour inconditionnel. Avec le hockey sur glace, là, l'équipe de hockey, en effet, ça c'était bien pour hockey. L'équipe de hockey, voilà, entre les gens en dehors de la réserve et l'équipe de réserve de hockey sur glace. Hockey. Oui, l'importance de la scène du match de hockey et de ce que ça montre aussi, voilà, de la vie et du lien qu'il peut y avoir. Il y a une autre question là. Oui, je voulais juste savoir si le film vous avait permis de voyager un petit peu, parce que j'ai vu qu'il avait eu un prix, enfin des prix, plusieurs peut-être, et si vous aviez eu la chance de pouvoir le présenter un petit peu à l'étranger, en dehors du Québec et du Canada. Je l'ai présenté beaucoup au niveau du Canada, mais la COVID a frappé, donc j'ai pas pu sortir du Canada. C'est quand même assez triste, ça fait 3 fois que j'essaie d'aller vous voir, puis les 3 fois ont été annulés. J'ai cru comprendre que voilà, peut-être dans quelques mois, vous serez vers Paris. Possiblement. Voilà, on ne dit rien. J'ai dit, j'ai cru comprendre, on ne dit rien. Hein? Est-ce que vous avez d'autres projets de tournage, d'autres comme metteur en scène ou documentariste, actrice, écrivain, peut-être, enfin, beaucoup de choses. Est-ce que vous avez là, vous êtes en train de travailler sur d'autres projets? Oui, pour quelqu'un qui ne voulait pas être actrice, je continue à être actrice. Ça se campe là? Oui, en ce moment, cet automne, je vais jouer dans une pièce de théâtre. Ah. Ça s'appelle Cartomancie du territoire de Philippe Ducrot. Oh. Puis, ça va être une tournée. Donc, bonjour, on va se revoir en France en automne. Ben oui, il faut venir là. Si vous êtes au rendez-vous. Moi, je serai. Ah, merci, c'est gentil. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de projets en théâtre plus qu'en cinéma ou en télé.
Vous avez une si belle voix et diction et façon de projeter la langue. Mais Sharon, vous m'avez dit que vous aviez, ça avait été pour vous une révélation, le cinéma. Et en particulier, vous avez découvert un médium. Oui, parce que moi, je viens du milieu des arts visuels. Donc, pour moi, l'art, je faisais ça juste avec mes mains et ma tête. Puis, en découvrant le cinéma, j'ai découvert que, en particulier le jeu, avec, comment elle s'appelle? C'est ma personne préférée en plus, Brigitte Poupard. Donc, c'est Brigitte Poupard qui m'a montré un peu l'amour du jeu, puis comment le jeu pouvait être plus que juste imiter quelqu'un qu'on n'est pas. Puis, j'ai découvert avec ça que c'est... Mon propre corps était aussi un médium. Je n'avais pas besoin de pinceau ni de peinture, mais juste de mon corps puis de ma voix. Puis pour ça, pour moi, c'était une grosse révélation. Puis j'ai jamais vu le jeu de la même manière depuis. Comment le frère est mort? Il est sorti. Comment le frère est mort? Ben, en fait, alors... Il part en voiture, oui. C'est ça, pour aller voir Greg. Et si on comprend bien, il a un accident de voiture, c'est ça? Oui. Ah, c'était un accident, oui. Je n'avais pas compris l'histoire de l'accident. Je ne me demandais pas si c'était par un coup ou si une attaque au cœur. Ou, je sais pas. Après, du coup, peut-être on peut revenir un tout petit peu sur des éléments de la manière dont l'écriture cinématographique se développe dans le film, hein, puisque ça permet un peu de venir là-dessus. Le film démarre par la lueur de deux petites lampes comme ça, qu'on va comprendre ensuite étant des lampes de poche sur la plage, et les enfants qui vont pêcher les petits capelans, c'est ça, la petite friture, je ne sais pas comment on dit... Voilà. Et il me semble qu'il y a plusieurs... Il y a le rêve dans le film. Il y a un rêve qui quand elle s'endort, et que... comment Shanice lui dit viens, suis-moi. Et puis finalement, quand elle arrive près de la mer, elle voit Shanice enfant, comme une réminiscence comme ça de l'enfance. Et au fond, le moment de l'accident... c'est une sorte d'éclair blanc qui vient comme ça. Donc, il y a dans la façon de filmer, c'est plutôt à ça que je voulais un peu revenir. Avec notamment, moi, en le revoyant ce soir sur grand écran, j'étais aussi très sensible à la manière dont les couleurs font des transitions aussi dans le film. Hein, notamment entre les différents moments, un peu les ruptures à l'intérieur du film. Moi, j'ai plus l'impression que, par exemple, la première séquence avec les enfants, hein, ça va se terminer sur... Il y a, comment dirais-je, j'arrive pas à me souvenir exactement la couleur qui fait la transition, mais quand on redémarre dans la boîte de nuit, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un moment important, c'est la lumière et les couleurs qui font la transition, hein, aussi pendant la scène qui est très forte de la veillée funèbre, et ensuite du sentiment du vide dans la maison. Hein. C'est-à-dire que la disparition du frère, votre personnage, vous dites que votre voix intérieure dit que vous ne pleurez jamais, mais qu'au fond, moi j'ai l'impression que c'est par la manière dont sont filmés les lieux dans la maison, éclairés comme ça, avec des lumières un peu, des couleurs un peu rouges, un peu qui vont colorer un petit peu la maison pourtant vide, hein, puisque ça commence avec la scène où le père nettoie les perles et enlève le sapin, que justement, voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant ça en termes de travail sur la manière dont le film justement arrive à la fois à nous montrer ce lieu, puisqu'il s'agit d'un lieu, il faut le nommer, c'est ça le texte, hein,
qui est la réserve, puisque c'est comme ça qu'on dit, et en même temps aussi comment quelque chose de l'intériorité des personnages, pas seulement par la parole, mais aussi par les couleurs et la lumière, viennent colorer ce lieu de l'intérieur. Il y a le rêve, il y a la réminiscence, il y a l'usage de la voix intérieure qui est à la fois la voix de l'écrit et qui est en même temps la voix intérieure. Et puis il y a des jeux dans les couleurs, dans la lumière et dans la façon de filmer les lieux. Le lieu de l'enfance qu'on vient détruire et qui est le lieu de la découverte amoureuse qu'on vient détruire avec le fusil et tout ça. Là, je n'ai pas posé de questions et j'ai trop parlé. Mais ça voilà, je ne me rends pas compte comment, pendant le tournage, est-ce que les choses étaient comment dirais-je, travaillées avec la réalisatrice et le directeur de la photographie, et vous, les acteurs. Mais il me semble que, justement, ce qui fait aussi la finesse du film, c'est cette manière-là d'avoir tissé aussi quelque chose avec tout ce qui fait l'écriture cinématographique et pas uniquement les dialogues, la parole. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, si ça vous paraît pertinent ou pas. Vous avez le droit de dire que ça ne l'est pas. Hein. Concernant la lumière? Pardon? Concernant quoi? La lumière? Concernant la manière dont le film travaille quelque chose qui me semble être, par l'image, un contrepoint de ce qui se passe pour les personnages. La lumière joue quand même un grand rôle là-dessus. Elle sert beaucoup à donner le ton que les personnages vont prendre. Genre, on va prendre la scène du chalet où Mi-Kwan fond en larmes en attendant Shanice. Ça, on va voir que c'est beaucoup de contraste puis de jeu de lumière. Ça va être un ton très froid. Puis ça va rappeler un peu le vide de l'hiver, un peu ce que ressent Mi-Kwan en ce moment-là, où elle se rend compte qu'elle s'ennuie de son frère, que tout va mal dans sa vie. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est très pertinent d'en parler. Parce qu'on a tellement travaillé là-dessus, sur la lumière. J'ai tellement fait le piquette pour ça, là. Ça valait la... Job, okay. Pardon? On n'a pas entendu. Denis, c'est un des techniciens qui s'occupait de la lumière sur Kwesipan. Mais on n'a pas entendu ce que vous avez dit, ça a coupé. J'ai dit que Denis avait fait de la bonne job. Ouais, je crois qu'on peut le dire aussi. Oui. C'est ça. Et Nicolas, chapeau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Pour rebondir sur les émotions et le visuel, en fait, moi, c'est un peu difficile de parler un peu comme tout le monde. Parce que, voilà, ça a coupé, j'ai pas entendu. Est-ce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Non? Ouais, c'était la question. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste partager un peu les émotions. C'était des émotions très... Enfin, c'est vraiment un film très touchant. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Et par exemple, l'énergie de l'enfance au début, je trouve qu'on la garde tout au long du film. Donc ça, c'est très beau. Il y a sans doute au niveau des images, effectivement des lumières, des ralentis, où les événements se succèdent, mais il y a quand même des moments de respiration. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je trouve que ça m'a posé beaucoup de questions sur justement les espaces de parole et de partage, parce que ça pose la question de la culture en général. Enfin, oui, voilà, je voulais revenir sur la poésie, parce que moi j'étais très surprise, je ne me suis pas du tout renseignée. Je trouvais ça génial de faire un film sur les peuples, avec les peuples premiers, et surtout... Non, je prépare le mot nation. Nation, d'accord, ok. Première nation. Oui, j'ai l'air de reculer j'ai l'air de venir du fin fond du cul du Canada, j'aime pas ça, s'il vous plaît.
D'accord, les nations premières alors. Première nation. Parce que j'ai aussi vu que parfois on dit peuple racine. Et ça va, c'est pas non plus. Disons qu'il y a eu, vous pouvez peut-être en parler, Sharon, mais il y a eu une sorte de combat aussi pour qu'ils ne s'appellent plus, qu'on ne les appelle plus Amérindiens ou peuples autochtones, mais aujourd'hui, officiellement, on parle des Premières Nations. Après, les peuples racines, c'est par rapport à des peuples qui sont très en lien avec la nature. Voilà, après, il y a des sous-catégories, mais en tout cas, au Québec, vous êtes les Premières Nations, et il y en a 11. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup émue sur la question de la transmission de la culture, en fait. Et par exemple, la poésie, moi, je connais rien à la poésie, mais j'ai trouvé que le film était un écrin magnifique au texte. Enfin, il y a des textes qui sont extrêmement forts, notamment celui sur la liberté. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je trouve que c'est pas facile forcément de faire passer un texte poétique dans un film, justement. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et à la fin, il y a aussi effectivement la question de la transmission de la culture, puisque c'est deux voies différentes. Une personne qui veut rester sur place, qui pense que voilà, la transmission, c'est la transmission génétique. Et en même temps, on se rend bien compte que la transmission, il faut des espaces de parole et ça ne passe pas par les gènes, justement. C'est la transmission, le partage effectivement de nos expériences, de nos histoires. Et aussi dans la relation amoureuse, la complexité de partager les choses et les questionnements. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Je trouve que ça pourrait être un support de débat dans les écoles. Enfin, ça pourrait être vraiment... surtout... Enfin, il y a tellement de questions qui se posent à l'humanité aujourd'hui. Ce serait, voilà, je pense, un très bon support, voilà, de réflexion et de partage, justement. Donc, voilà. Merci. Merci. Bon commentaire. Merci. Vous habitez où maintenant? Dans quelle ville au Québec? Je bouge un peu partout. Oui. Mais j'habite principalement dans la ville de Québec. Ah oui, la ville de Québec. J'habite dans la ville de Québec, mais ouais, c'est ça. Vu que je me promène beaucoup à travers la province, je suis pas très souvent à Québec. Ah ouais. Et à Montréal, non? À Montréal, je suis très souvent à Montréal. C'est quasiment ma deuxième maison. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis de Montréal. C'est pour ça que je trouve. C'est ça, clair. Mais ouais, j'oublie pas ma réserve. J'essaie d'y aller au moins une fois par an. Ouais. Vous incarnez la nouvelle génération Innu. Qu'est-ce que ce film, finalement, vous a appris de vous et de votre communauté? Oh, grosse question, j'aime ça. Qu'est-ce que ça m'a appris? De un, ça a cassé ma gêne. Parce que, c'est ça, je n'aimais pas ça me voir, je n'aimais pas ça m'entendre, je n'aimais pas ça partager ce que j'avais créé. Donc ça, c'était un gros point. Puis ça m'a aidé beaucoup dans ma vie à continuer puis à entreprendre d'autres projets. Le 2, l'amour du jeu. Grosse révélation pour moi. Puis c'est un chemin dans lequel je veux continuer. Puis sur ma culture, moi, j'ai tellement vu. Puis ça m'aurait appris à voir les bonnes affaires parce que je venais j'avais une vie un peu très assez sombre de la réserve. Dans ma tête, moi, je pensais que j'allais jamais sortir de la réserve puis que j'allais pas faire grand-chose de ma vie, en fait. Parce que de un, j'étais gênée, je croyais pas en moi et toutes ces belles affaires négatives-là. Mais ça m'a vraiment beaucoup appris sur l'amour de soi-même, l'amour de se choisir, l'amour de choisir sa communauté, puis de l'aimer comme soi-même, dans le fond. Puis c'est vraiment de quoi que j'ai réappris avec ce film-là.
j'ai réappris à la résilience, puis à quel point cet amour inconditionnel qu'on a entre nous dans la communauté était fort. Donc, c'est vraiment pas mal les affaires que j'ai appris sur ce set-là. Est-ce que vous avez réappris à être fier d'être Innu? Quand même beaucoup, parce que j'ai beaucoup vécu avec la peur du préjugé. Moi, quand j'étais à cette île, j'utilisais pas le nom de famille Ishpatao parce que je le trouvais trop autochtone. Puis j'avais peur de faire peur au monde. Si vous savez, c'est le racisme systémique, ces affaires-là. Donc moi, j'y allais seulement avec Fontaine parce que c'était un mot français. Pendant très longtemps, jusqu'à la fin de mon cégep, juste avant l'université, puis après Quasipan, j'ai vraiment assumé mon nom de famille. Donc oui, quand même. Et puis c'est quand même une grande première, hein. Vous en avez parlé un tout petit peu au début. Myriam Véraud dit que ce film finalement est la création de deux mondes. Et c'est vrai que c'est quand même une première, qu'un film réalisé par une Québécoise, inspiré vraiment, parce que vous parlez de poésie, et on retrouve vraiment la poésie de Naomi Fontaine, et même des phrases que vous pouvez entendre, et en même temps jouées par les gens de la communauté. Est-ce que, du coup, depuis la sortie de Quasipan, au Canada, au Québec, vous sentez que le regard change? Est-ce que ça participe aussi à cette reconnaissance, à cette rencontre entre ces deux mondes qui, pendant longtemps, se sont côtoyés mais pas fréquentés? Oui, mais pas avec le Premier ministre. Voilà. Avant, je croyais qu'ils soutenaient les Premières Nations plus que tout. Le Premier ministre Justin. Mais entre... Alors, François Legault, il a de racisme systémique, puis il veut s'excuser pour les 200 enfants de Kamloops. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais en dehors des politiques, dans, par exemple, votre génération? Dans ma génération? Est-ce qu'on peut répéter la question? Est-ce que dans votre génération, vous sentez, on le voit bien là, on voit bien avec le rôle de Francis, qu'effectivement, parfois, il y a des incompréhensions. Est-ce que vous sentez que les choses changent grâce aussi à toute cette poésie et cette littérature des Premières Nations qui est lue aujourd'hui par les autres grâce à ce film, Quasipan? Est-ce que vous sentez que le regard change? Oui, et je sens surtout que les gens sont devenus plus curieux parce que le système d'éducation a vraiment tout effacé de la culture autochtone. Et là, les gens sont curieux de savoir ce qui est arrivé pour vrai, c'est quoi la vraie histoire, la relation qu'entretenaient les Québécois et les Autochtones, qu'est-ce qui est arrivé. Puis il y a vraiment une ouverture par rapport à ça, puis les gens deviennent plus curieux, plus ouverts, ils acceptent un peu plus les drames qui sont arrivés. Parce qu'on le sait, le monde d'il y a 100 ans, c'est pas le monde qu'ils ont décidé aujourd'hui. Puis c'est ça, mais des fois, il faut assumer peut-être la responsabilité puis se dire que oui, mes ancêtres ont fait ça. Puis c'est ça le grand changement qui arrive en ce moment au Québec, puis à peu près au Canada, je dirais. Oui, et aux États-Unis. Ou dans le monde, je sais pas comment ça marche là, mais au Canada, ça marche comme ça. Voilà, ce film participe grandement justement à cette reconnaissance et réconciliation. Quand même. Excusez. Ben, écoutez, en tout cas, nous, on est ici à Vincennes, très, très, très heureux de ce dialogue. Et d'abord d'avoir vu le film, enfin, je parle au nom des spectateurs, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi.
et surtout d'avoir la chance de pouvoir dialoguer avec vous. Donc, Merci, c'était un plaisir. Vraiment, je pense que j'espère que si vous venez à Paris dans quelques mois, on aura l'occasion de peut-être de vous inviter autrement que par le biais du Skype. Donc, et je aller voudrais vous vraiment applaudir au théâtre. Oui, aussi. surtout d'aller vous applaudir au théâtre. Et du coup, on relaiera les informations dès qu'on pourra. Donc vraiment, je pense qu'on peut à nouveau... Merci beaucoup, pardon, merci infiniment d'avoir pris un petit peu le temps de ce dialogue un peu très singulier. Moi, j'avais très peur qu'on n'arrive pas à faire la liaison, mais finalement, ça s'est bien passé. Un petit topo, moi aussi, j'avais un peu peur de bugger. Non, c'était vraiment génial. Super bien passé. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'était un vrai plaisir de vous écouter et d'entendre vos questions. Ben, merci beaucoup, Sharon Fontaine-Babao, vraiment. Et tenez-nous au courant. Je pense que maintenant, vous avez... Fan club. Ouais, vous avez créé un gang à Vincennes. Club de fond. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir.